Salut, bienvenue dans cet épisode de podcast où on va parler pourquoi je me sens perdu à 40 ans et pourquoi c'est normal, et surtout pourquoi j'ai tout posé pour me reconstruire à Maurice. Alors, juste avant de commencer ce podcast, si tu te poses la question pourquoi je suis torse nu avec une serviette de bain, c'est normal parce que je rentre de la plage. Le petit bouton rouge ici, c'est que je me suis coupé en me rasant. Voilà, maintenant tu as tes réponses à tes questions sur le plan physique si tu regardes cette vidéo. Retour à l'audio. Pourquoi je me sens perdu à 40 ans et pourquoi c'est normal? Alors, pourquoi c'est normal? Je sais pas si c'est normal en vrai. Euh, mais en fait, ouais, ça rejoint une crise identitaire. Je sais pas si sur cette vidéo, si t'es également concerné, peu importe d'ailleurs que t'aies 40 ou 30 ans, le principe est assez le même. Tu as un minimum, on va dire, d'expérience de vie. Pourquoi pas 20 ans? Bon, à 20 ans, c'est un petit peu plus délicat, il faut un minimum, je pense, de vécu, mais 30, 40, voilà, après, il n'y a pas de valeur absolue par rapport à ça. Moi, en ce qui me concerne, ça renvoie à une crise identitaire dans le sens où une perte de repères et je pense une quête de sens aussi. C'est-à-dire que j'ai vécu tellement de choses, une vie alors extraordinaire au sens propre du terme, c'est-à-dire pas une vie extraordinaire dans le sens vas-y, du m'as-tu vu, voyage en jet, comment ça s'appelle, les yachts et compagnie, pas extraordinaire dans ce sens-là, mais extraordinaire dans le sens qui sort de l'ordinaire, tu vois. On va dire le parcours classique, t'es salarié, enfin en gros t'as fait tes diplômes, t'as fait tes études, à la fin de tes études t'as un job et t'es salarié dans la même boîte de 20 à 60 ans. Voilà, ça c'était le parcours classique sur la génération de nos parents finalement. La génération actuelle, les générations futures, c'est plus le cas, c'est-à-dire que là on a plus ce côté le salariat, le job à vie, et le salariat est même en étant à son compte de faire toujours la même chose pendant 40 ans. Et alors après, ça dépend des personnalités. Moi, j'ai une personnalité à me lasser vite. J'ai besoin de challenge, sinon je me fais chier. Et en ce qui me concerne, au niveau professionnel, parce que j'avais ce challenge, donc comme je t'ai dit dans les précédentes vidéos, j'étais attiré par le business en ligne et je suis toujours attiré par le business en ligne pour tout un tas de raisons, pour ce que ça permet, pour le côté business minimaliste, pour le côté liberté, la liberté de pouvoir, donc la liberté géographique, temporelle et financière, c'est-à-dire que la liberté de pouvoir, comme là, tu vois, je veux partir à Maurice de moi, je prends mon PC, ma connexion internet, j'ai le choix, voilà. Ça offre le choix à ce niveau-là. Le fait également de gagner de l'argent en ligne par rapport à la scalabilité, l'automatisation et les revenus passifs, en tout cas semi-passifs, que j'ai parlé dans la précédente vidéo. Et donc, par rapport à ça, je vais détailler un petit peu plus ce que j'avais abordé brièvement dans la précédente vidéo. Je voulais travailler sur internet. Je savais pas quoi exactement, mais je voulais travailler sur internet. J'avais pas le mot encore business en ligne, mais je voulais gagner de l'argent sur internet, en tout cas voilà. Et donc ça c'était vers 18 ans, on va dire vers 2003. Donc j'avais commencé avec les casinos en ligne, le casino Glamour, trouver des failles pour gagner de l'argent. J'avais téléchargé tout un tas de PDF, j'avais étudié les modèles mathématiques, les probabilités, la méthode de Hawkes pour essayer de vraiment trouver la moindre faille pour essayer de gagner de l'argent au casino. Donc ça c'était vraiment la première étape. Et généralement avec la martingale de Hawkes et compagnie. Et généralement, alors tu as la version donc j'ai testé avec gratuite, c'était en achetant des crédits gratuitement, un compte de démo finalement, et une fois que j'étais confiant, parce que le principe de la martingale de Hawkes, c'est qu'en gros, si tu perds, admettons, tu perds 500 balles, tu mises deux fois, donc tu fais deux fois ta mise, tu mises deux fois ta mise, donc 1000 plus 1 euro, 1000, 1 euro. Et comme ça, statistiquement, au bout de X coups, X c'est la variable justement inconnue qui dépend, ça peut tomber dans 2, 3, 10, 20 coups, et B, tu es quasiment sûr de récupérer ta mise. Ça, c'est la théorie. Alors, sauf que dans la pratique, quand tu joues en version démo, quand c'est pas ton argent, tu t'en fous d'aller à 20, 30 000 pour récupérer ta mise. Une fois que tu es confiante, quand tu commences à jouer ton vrai argent, moi j'avais été jusqu'à, je crois, 1000, je sais pas, 1000, 1005, un truc comme ça. Et là, je me suis dit, je vais m'arrêter parce que t'en sais rien en fait. Jusqu'à combien il faut aller? Jusqu'à 15, 20, enfin tu vois, il faut faire l'avance quoi. Donc c'est pas pareil psychologiquement. Bref, donc j'avais commencé comme ça. Après, je me suis dit, bon, on va essayer de trouver un business, un moyen de gagner de l'argent sur Internet plus facile, en tout cas alors peut-être pas forcément plus facile, mais plus conventionnel, voilà. Et donc du coup, je m'étais renseigné sur le fait de tout ce qui était création de site internet. J'avais commencé à créer des boutiques en ligne sur des sous-domaines de la franchise Carrefour. Carrefour.fr. À l'époque, tu pouvais créer des sous-domaines par rapport à ça. Et donc là, c'est plus possible. Hein. Et donc voilà, je créais des boutiques en ligne, ils te passaient des boutiques clés en main. Et l'idée, c'était, la promesse, c'était, tu fais la promotion de cette boutique et tu gagnes de l'argent. Donc, tu vends leurs propres produits.
et tu gagnes de l'argent, tu touches une commission sur la vente de leurs propres produits. Et c'est là où j'ai commencé à toucher du doigt, mais j'ai pas approfondi parce que j'avais pas assez compris le sujet, j'avais pas poncé le sujet. Tout simplement, c'était le concept de ce qu'on appelle l'affiliation marketing. En gros, c'est commercial sur internet, tu vends le produit d'une tierce personne, une entreprise tierce surtout, et moyennant rétrocession de commission, tu touches une commission variable de 10, 20, 30%, ça dépend de la politique, les conditions tarifaires par rapport à ça, les conditions de l'offre, soit en variable, donc en pourcentage, ou alors en fixe, voilà. Et après, si tu rentres dans le détail, tu as plusieurs modèles de rémunération dans l'affiliation, dans ce qu'on appelle la génération de leads, donc tu amènes des formulaires de devis, ça c'est valable dans les devis travaux, devis santé, etc. Bon, c'est des domaines que je connais bien, vu que ça touche à ce que je fais. Et dans ce cas-là, tu es commissionné soit à ce qu'on appelle le CPL, le coût par lead, au fixe, ou alors, si tu fais de la pub, le CPC, le coût par clic, le CPM, enfin bref, tu as plusieurs modèles par rapport à ça. Et donc, j'avais testé là, et puis j'avais pas les résultats escomptés. Je me suis dit, merde, ça marche pas et tout. Et en fait, c'est que j'avais zappé un élément important, c'est que pour vendre, il faut de la visibilité, il faut que tu sois visible. C'est comme si tu ouvres une boutique au milieu du désert du Sahara, à moins qu'il y ait 3 berbères qui passent dans la journée, tu vas pas avoir grand monde, tu vois. Et donc, alors que si tu as cette même boutique qui est avenue des Champs-Élysées à Paris, tu auras beaucoup plus de passages et donc beaucoup plus de prospects potentiels. C'est le principe, le concept même de la visibilité. Donc je connaissais pas à l'époque comment générer du trafic sur Internet. Et de fil en aiguille, vu que je voulais travailler sur Internet, j'avais donc en 2004, je m'étais fait la main en créant des propres sites web sur, je te présente brièvement le contexte pour que tu comprennes un peu, des sites web à titre personnel, alors pour mes parents qui ont essuyé les plates, les pauvres, pour mon oncle, enfin mon ancien oncle parce qu'il en est divorcé. Et j'avais commencé avec un logiciel qui s'appelle Dreamweaver MX, et j'avais créé alors des sites. Le premier, c'était un site full HTML, et le deuxième, c'était un site full Flash. À l'époque, ça n'existe plus, mais c'était une technologie Flash. En gros, c'est un site animé, c'était comme une vidéo, un site vidéo. Ça, donc 2004 jusqu'à 2007. Ensuite, j'avais postulé dans plus de 900 agences web. J'avais démarché toutes les agences au niveau national. J'avais pris le beau temps, ça n'existe plus, mais il y avait l'annuaire, les pages jaunes à l'époque. J'avais fait ça. Et sur le nombre, j'avais une dizaine qui m'avaient répondu, plus ou moins favorablement. Et notamment une à Montpellier, une agence de com qui m'avait répondu. Et je leur avais dit, donc ils recrutaient à l'époque un poste double de flasheur référenceur. Donc pour faire des sites en flash, avec la technologie de site, et référenceur, je connaissais pas ce métier. En gros, c'est pour justement faire du référencement Google pour optimiser la visibilité des sites. En gros, quand tu tapes agence immobilière Béziers sur Google, que le site de l'agence pour laquelle tu travailles, il apparaît, soit classé en première position Google. Voilà. Et parce que c'était les débuts, tu vois, Internet, maintenant ça n'existe plus, des postes doubles, ne serait-ce qu'au niveau du référencement, il y a tellement de choses à faire, ça s'est tellement verticalisé, mais c'est comme à l'époque, Webmaster, c'était un peu fourre-tout. Et l'anecdote, c'est que ce poste-là, je n'y connaissais absolument rien, je ne savais pas coder une seule ligne de code, je ne connaissais pas les principes de code HTML, la visibilité, c'est comme si j'allais passer un CV pour être plombier alors que je connais rien en plomberie, quoi. Et donc, bien sûr, je les ai baratinés, j'ai été au culot, je leur ai dit que je savais tout faire, etc. Bref, ça a marché, j'ai été pris. Et du coup, j'ai passé, c'était via Pôle emploi, une formation APR, une espèce de stage rémunéré. Et débouchant, la promesse, c'est que ça débouchait, moyennant compétences, atteindre des résultats, surtout atteindre des objectifs, sur, dans un premier temps, un poste en CDD renouvelable, et ensuite CDI. Donc c'était comme ça, il y a eu des CDD renouvelables jusqu'à 9 mois, c'est le maximum. Ça a été renouvelé 3 fois, et après ça a débouché sur un CDI. Donc j'ai fait mon expérience par rapport à ça. J'ai commencé en bas de l'échelle, technicien, tout ça. Et après je suis passé responsable de service, j'ai donné des cours à l'université pour des masters, etc. Et après, donc ça c'était jusqu'en 2012, fin 2012, et ensuite 2013 je me suis mis à mon compte. Et donc tout ça, on va accélérer, on arrive sur 2020, sachant que la période grosso modo de 2000, parce que j'avais arrêté après en 2013, 2013, je m'étais testé, je m'étais lancé sur d'autres projets, plus orienté développement personnel, lifestyle, tout ça. Parce que déjà à cette époque, parce que j'avais eu, alors un traumatisme, faut pas déconner, le mot est fort, mais j'avais eu affaire à ce qu'on appelle dans le jargon une pénalité Google, parce que vu que je travaille dans le SEO, et c'était une pénalité forte à l'époque, Google Penguin, enfin bref, j'ai eu énormément de pression à gérer, parce qu'il y a énormément d'enjeux commerciaux. Donc je l'ai pas très bien vécu, et du coup j'avais décidé de me mettre en pause finalement cette activité, et de me lancer sur d'autres projets, d'autres challenges.
Et donc j'avais développé le concept de l'affiliation avec des projets comme j'étais devenu apporteur d'affaires pour une compagnie de jet privé, apporteur d'affaires en exclusivité. J'avais publié un livre sur Amazon, mais même avec d'autres maisons d'édition, j'avais démarché. Enfin voilà, moi c'est le goût du challenge en fait, et tester de nouveaux projets. Donc plus ou moins en pause. Après, quand j'ai rencontré mon ex, j'éditais, vu que je savais qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça, notamment avec l'affiliation, j'ai dit vas-y, on va aller banco là-dessus. Et grosso modo, de 2016 à 2020, ça a été principalement du consulting, gestion de clients, suivi mensuel et affiliation par rapport à ça. Mais déjà, à cette époque-là, ça me plaisait beaucoup moins, j'avais plus la flamme du début, le côté passionné, parce que c'est un métier que j'ai découvert sur le tas. C'était vachement de technique en fait. Et ça me plaisait, je me suis pris au jeu finalement, parce que c'est le jeu du chat à la souris, et j'aime bien ce côté, trouver les failles, essayer de corriger un petit, ce côté manipuler les algorithmes, tout ça, ça me plaisait bien. Et du coup, je me suis passionné dessus, et ben je suis devenu bon dans mon domaine, et j'arrivais à dominer les premières positions pour tous les sites de mes clients, pour les sites que je gérais, et ensuite, vu que ça ne me suffisait pas, c'était toujours plus, je me contentais pas de dominer les premières positions, j'allais jusqu'à dominer ce qu'on appelait faire la SERP domination, dominer carrément la première page Google avec plusieurs sites. Et donc voilà, je suis devenu très bon là-dedans, des très bons résultats. Et le problème, la contrepartie, c'est que en tout cas moi, quand je deviens vraiment bon dans un domaine, j'ai plus ce challenge, ce côté, ça y est, l'atteinte des objectifs, elle a été faite quelque part, j'ai plus rien à me prouver, et donc je me fais chier, quoi. Et bon, il y avait tout un pas encore que j'avais pas découvert, avec notamment, j'avais pas suffisamment exploré, le clocking, plus la partie technique, dev. Ça, je l'ai exploré plus justement de 2016-2020. Mais voilà, à l'époque, on va dire, pour recentrer un peu le débat, le contexte, de 2008 à 2012, c'était la période passion, l'âge d'or du spam, le côté passionné, passion du métier, et l'argent c'était secondaire. Ensuite, la deuxième phase, 2016-2020, ça a été l'inverse. J'ai une perte d'intérêt pour ça. Alors il y a eu quand même ce côté encore un peu passionné, parce que j'ai exploré d'autres domaines avec le clocking et tout, mais c'était pas pareil. Et je le faisais davantage pour le côté financier. Et de 2020 à 2024, vu que j'en avais marre de mettre entre guillemets les mains dans le cambouis, de référencer les propres sites, je prenais plus de plaisir à former en fait des clients. La formation en plus c'est quelque chose que je connais très bien, parce que j'en ai fait dès le départ à partir de 2010, que ce soit pour des clients, pour l'équipe, vu que j'ai monté mon équipe, le service, que ce soit également pour des élèves, vu que j'ai donné des cours à l'université. C'est quelque chose, je me suis pris au jeu, j'ai bien aimé ce côté transfert de compétences, ce côté pédagogique. Mais à l'époque, je préférais quand même avoir mes propres résultats. Je préférais, j'avais ce côté gardien du savoir, pas partager les techniques vraiment qui donnent un avantage concurrentiel, je voulais les garder pour moi. Parce que j'avais vraiment cette approche technicien, main dans le cambouis. Et après, vu que j'ai une perte d'intérêt par rapport à ça, je prenais plus de plaisir à donner les tips, à former mes clients. Et que mes clients que j'ai formés aient les résultats, et que plutôt que moi finalement, que mes clients soient premiers et pas moi, quoi. Donc ça a été la partie formation, spécialisée dans la formation en ligne via la chaîne YouTube, et le coaching qui a très bien marché, donc comme je t'ai dit, notamment en Asie, de 2022 à 2024. Et le problème, c'est que je sentais que j'étais vers la fin. Parce que cette activité-là, je le faisais plus pour le côté financier, parce que c'était très rentable, plus que pour le côté intérêt. J'avais de moins en moins d'intérêt. C'est surtout échanger avec mes clients, le côté communauté, les aider, etc. Donc c'était pas tant le contenu, mais plus la structure, tu vois. Et la finalité de ça, c'est de dire qu'au niveau pro, je me suis passionné pour la technique, et parce que j'ai ce côté personnalité qui fait que je peux être très bon rapidement dans un domaine. Dès que je vais avoir un intérêt, je vais poncer le sujet en une semaine, je peux rapidement devenir entre guillemets expert, en tout cas spécialiste, en savoir davantage que la moyenne. Mais la contrepartie, c'est que la technique, au bout d'un moment, j'en étais dégoûté, j'en ai fait le tour. Et là, effectivement, il y a une perte d'intérêt pour la technique. Et au jour d'aujourd'hui, c'est plus la dimension marketing, la mécanique de vente, la dimension psychologique, la dimension humaine, le côté vente, faire des landing pages, comment améliorer le taux de conversion, ce genre de choses. Et donc je reste dans ce métier au sens large, dans ce corps de métier, mais j'ai évolué par rapport à ça. C'est ce qui a fait qu'au niveau pro, c'est pas évident pour moi en ce moment, parce que je suis en période de transition, et je suis face à un choix de vie qui va déterminer le choix des prochaines années. Et on fait tous à un moment donné face à ce genre de dilemme, à plus de degrés différents, de dire ok, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu as une vie de famille, peut-être que tu as un job actuellement qui est très bien payé, tu gagnes très bien ta vie, mais en tant qu'être humain, on évolue.
c'est le principe même de l'évolution. On n'est pas fait pour... voilà, il y a 10 ans, tes centres d'intérêt, que ça soit professionnel ou personnel, ont évolué. Ce qui te passionnait il y a 10 ans, au jour d'aujourd'hui, peut-être ça te passionne plus. Parce que voilà, tu évolues. Au jour d'aujourd'hui, tu as d'autres centres d'intérêt, tu as d'autres passions. Sans forcément parler de passion, mais tu as des choses que tu aimes bien, tu as une certaine attirance, une certaine attraction, et ces mêmes choses qu'au jour d'aujourd'hui, à l'instant T, te plaisent, et bien peut-être que dans 10 ans, elles te plairont plus, elles te plairont moins, etc. C'est normal, en tant qu'être humain, on évolue, on a plusieurs casquettes. Et le problème, c'est ça, c'est qu'après, on est face à des dilemmes et des responsabilités, notamment au niveau professionnel et financier, argent, et bien il y a une réalité financière qu'on peut pas nier. Voilà, si tu as des enfants à charge, il faut de l'argent. Si tu veux remplir le frigo, il faut de l'argent. Si tu veux payer tes factures, être logé, payer l'EDF, l'électricité, l'eau, si tu as un crédit sur la maison, même si tu as remboursé ton crédit, il faut quand même de l'argent. Si tu veux voyager, si tu veux faire des choses, la voiture, te déplacer, enfin bref, peu importe ton niveau de vie, il te faudra plus ou moins d'argent, c'est surtout une question d'échelle. C'est ça qui va varier, la variable, le montant, en fonction de ton train de vie. Et donc forcément, tu es face à un dilemme de bah ouais, j'aimerais bien faire ça, mais bon, faut payer les factures, à un moment donné, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi, sinon j'aurai le couteau sur la gorge. Bon, mais là je suis vraiment, enfin pas plus qu'un peu à fond dans ce dilemme-là. Transition de vie, là tu vois, je fais ce projet de chaîne perso parce que ça me tient à cœur, mais je sais que pour l'instant, à l'instant T, c'est pas du tout rentable, tu vois. Ça c'est au niveau pro. Au niveau perso, ce qui a fait que aussi la contrepartie, c'est un peu le paradoxe, c'est que quand tu vis des expériences qui sortent de l'ordinaire, extraordinaires au sens propre, qui sortent du commun, comme là le voyage notamment, je me suis créé cette chance d'énormément, de pas mal voyager, et notamment avec mon ex, vu que c'était notre dada, on économisait vraiment, notre priorité c'était le voyage, on préférait faire moins de restos, moins d'activités, Cinoche et compagnie, mais vraiment plus pour le voyage. Et donc, après, c'est les choix de vie, voilà, t'en as, ils achètent des iPhones, des trucs, des choses matérielles, ils font des sorties, ils mangent bio et tout. Nous, c'était le voyage. Si tu peux faire les deux, c'est mieux, mais voilà, choisir chacun son truc. Et donc, notamment, l'apothéose, entre guillemets, ça a été le méga voyage de 2022 à 2024, les 2 ans de voyage en Asie. Ça a été un voyage extraordinaire, très enrichissant sur énormément de choses, ça m'a beaucoup appris sur moi-même, ça t'ouvre une vision carrément du monde, et ce genre de voyage, tu n'en sors pas indemne, dans le sens où ton cerveau, il y a un switch, il y a un avant, un après, tu découvres une autre vision du monde, une autre réalité en fait qui est possible. T'as tellement de données qui sont intégrées en une journée, t'intègres tellement de données que ton cerveau il filtre, ne serait-ce que par la richesse des rencontres, des paysages, ce que tu apprends par rapport aux autres, grâce aux autres, sur toi-même, etc. Et forcément, c'est perturbant quelque part, et donc quand tu rentres de ce voyage, il y a très peu de personnes qui en parlent, mais t'as ce que j'appellerais un peu la crise de voyage, la crise de retour quelque part. Quand tu ressors de ce voyage, tu te sens paumé parce que tu passes de 2 ans d'une vie de dingue où tous les jours il se passe quelque chose. En fait, il y a une telle notion d'intensité et tu vois, dans un autre contexte, je sais pas si tu as déjà vécu une expérience d'état de conscience modifié. Moi, je t'ai dit, ça a été par rapport à des accidents. Et ce qui m'a permis de me sauver la vie, littéralement, c'est le moi supérieur, finalement, peu importe le nom, qui prend le relais, ton état de super conscience, qui est beaucoup plus intelligent que nous, notre état de conscience à l'état ordinaire, on se dit éveillé, mais là, voilà, rien à voir. Et c'est pour ça qu'on est d'ailleurs très arrogant par rapport à ça, on croit tout savoir, mais on est très très loin de tout savoir. Et quand tu as cette partie de toi supérieure, cette partie divine, peu importe le nom, si t'es religieux ou pas, moi je suis athée au sens strict religieux du terme, mais le côté spirituel, oui, j'y crois. Une certaine dimension, après, je sais moi je suis convaincu qu'il y a quelque chose, avoir fait directement l'expérience, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, ça c'est sûr, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Après voilà, quoi exactement, je suis pas sûr qu'on le sache de notre vivant, et c'est peut-être le but également de l'expérience. Mais ça c'est encore autre chose. Mais quand tu fais ce genre d'expérience où tu es en état d'hyper conscience, où vraiment la pensée, le mental, il est en zéro en fait, parce que ça va tellement vite, c'est un état d'hyper, le temps s'écoule vraiment différemment, ça s'écoule très très vite, ce qui fait que la pensée n'a pas le temps justement de penser, tu es dans le ressenti pur, l'intuition. Et t'as ce côté slow motion comme dans les films, tout est plus intense, tu sais exactement ce qu'il faut faire, enfin c'est un truc de fou. Et donc la comparaison est un petit peu dans une bonne mesure par rapport à ça, où quand tu vis une notion d'intensité pendant 2 ans, et quand tu ressors de cet état de conscience, t'es déboussolé, tu te dis, wow, qu'est-ce qui se passe, enfin, tu vois, t'es un peu sonné, et c'est un peu ça finalement, et tu te dis, merde, qu'est-ce que je fais, quoi, ce voyage, forcément, ça t'invite à l'introspection, que tu le veuilles ou non, c'est comme si ça te secoue la tête, quoi. Voilà, donc ça, c'est les principales composantes.
La raison pourquoi je me sens perdu à 40 ans. Pourquoi c'est normal? C'est normal, je sais pas, mais en fait, ça dépend des personnalités. C'est-à-dire que tu as le choix de on dit qu'il y a un proverbe qui dit: «Les imbéciles sont heureux» et c'est sûrement vrai parce que des fois je me dis: «Mais putain», alors j'aime pas trop utiliser ce terme, être éveillé parce qu'il y a un côté un peu prétentieux, il y a le côté supérieur par rapport aux autres, c'est pas le but. Mais, être plus aguerri, être plus éveillé sur certaines choses, être plus attentif et avoir eu des expériences de vie, bah, voilà, qui sortent de l'ordinaire, c'est bien. Mais le paradoxe, c'est que, ça te bouscule et donc forcément ça c'est pas très stable des fois, tu vois? Tu pas très stable, c'est un peu la carte du prince sur le chariot. Moi, c'est ma carte d'ailleurs et c'est vrai que des fois je me dis: «Mais putain, avant quand j'étais salarié, je me posais pas toutes ces questions. Enfin, je commençais mon cheminement, entre guillemets «spirituel», je m'intéressais au développement personnel, tout ça, mais ouais, voilà, t'as ceux qui ont la vie rangée, tu vois? Il y a un ancien pote que j'ai, bon, on n'est plus potes d'ailleurs parce qu'on a des modes de vie radicalement différents et bah, voilà, lui, c'est vraiment le cliché de la personne, rangée, sécuritaire, le parcours classique, quoi. C'est, salarié, il a la paye, voilà, tous les mois. Il est à la maison, il a acheté une maison en ville, urbain, il a eu son crédit, il a sa nana, il s'est marié, là, maintenant, il a son gosse, voilà, tac tac et sûrement ça jusqu'à la fin de sa vie et tant mieux s'il est heureux comme ça. Mais c'est vrai que moi, c'est des modes de vie où ça me plaît pas. J'ai vraiment une notion de j'ai un besoin d'intensité en temps d'expérience, de me sentir vivant dans tout ce que je fais, surtout trouver du sens dans ce que je fais. Et c'est là où des fois je suis peut-être un peu con, je sais pas, mais tu vois, par exemple, l'argent, si je faisais ça vraiment que pour l'argent, bah, cette chaîne YouTube, je prendrais même pas le temps de la faire, je me poserais pas toutes ces questions et je mettrais mon cerveau en pause et voilà. Sauf que je sais que avec mes compétences, je pourrais gagner beaucoup plus d'argent que c'est le cas actuellement, mais je sais que je serais pas épanoui et donc c'est un pas vers la tombe, quoi. Voilà, donc ça, je pense, ça renvoie à des personnalités, c'est même sûr, à des états d'esprit. Je sais pas d'ailleurs si toi qui regardes cette vidéo ou écoutes ce podcast, t'es dans cet état d'esprit-là, si t'as ressenti ça à un moment donné. Alors, si t'as moins de 30 ans, c'est possible que tu ne l'aies pas encore ressenti. Ça n'empêche pas qu'il y ait un état un petit peu toujours de paumé ou de quête de sens. Ça, je pense, c'est quand même quelque chose qui c'est un fil conducteur qui te suit avec plus ou moins une notion d'intensité. Moi, je sais depuis que je suis gosse, voilà, j'ai toujours la tête arrivée vers les étoiles, le côté, vas-y, je me sens pas de cette planète, je me sens extraterrestre quelque part, tu vois, et je me dis toujours poser des questions, pourquoi, la quête de sens, la quête de questions, et toujours chercher son chemin quelque part, son chemin de vie. Et bah, là, je l'ai eu notamment avec l'expérience, tu vois, en étant salarié à Montpellier, tu vois, où j'ai eu ce défi-là. Mais j'ai pas un parcours quelque part très ordinaire, en tout cas très ordinaire, très stable. Mais en même temps, c'est ce que je cherche aussi. Moi, j'adore justement en voyage, enfin en voyage parce que le voyage permet ce genre de rencontre, mais écouter des gens, rencontrer des gens et qui ont des expériences comme ça, qui sont stimulantes, qui sont parce que bon, enfin moi en tout cas, je trouve ça plus stimulant que la personne qui voilà qui et j'ai rien contre les salariés, hein, mais qui fait le même taf depuis 40 ans et qui va te raconter que aujourd'hui il fait soleil et demain il fait pas beau et que tu vas faire une machine à laver, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas très stimulant comme discussion, quoi, tu vois. Donc quand je dis j'ai tout posé pour me reconstruire, c'est un peu exagéré parce que je suis pas en tout cas à l'instant T où je fais cette vidéo encore dans l'optique de me poser à Maurice. Je suis pas fermé à ça. Je sais je commence à m'enseigner, je sais qu'il y a notamment le visa digital nomade pour 1 an, qui serait dans un premier temps pourquoi pas intéressant. Bon, après voilà, je sais que moi, vu que je suis gourmand, la bouffe, c'est important pour moi. Et ça, pour avoir voyagé dans plusieurs pays dans le monde, même s'il y a des pays où on mange très bien, la France a énormément de défauts, notamment au niveau fiscal, au niveau administratif, au niveau mentalité. Mais la France reste indétrônable sur la bouffe, c'est clair. Le savoir-faire culinaire là-dessus, il n'y a pas photo. Là, quand je vais faire mes courses au Winner, au supermarché, bah, les fruits et les légumes, ça va. Mais alors le reste, ouf, le pain, voilà. Le rouge, n'en parlons pas, autant prendre du vinaigre. Soit il est frais, soit c'est du vinaigre. C'est le pain, ouais, c'est quelque chose. Ah, le pain, t'arrives à trouver quelque chose qui se rapproche, mais bon, rien à voir. Et la viande, alors là, la viande, la côte de bœuf, tu l'oublies. Le poulet, voilà quoi. Et bon, bref, c'est un détail, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup.
Non, après, ça dépendra des rencontres que j'aurai à faire, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Voilà, comme je t'ai dit, là, je vais rencontrer d'ici une dizaine de jours un collègue de taf et qui va m'inviter, m'introduire à une conférence là, pour les entrepreneurs du web ici à Maurice, la Web Mauritius, en mai. Je n'ai pas la date exacte, donc ça va être sympa. Et après, on verra. Voilà, j'ai pas d'attente précise particulière, mais en tout cas, le but de ma venue ici, c'est vraiment de prendre du recul, de faire ce projet plaisir, tu vois, comme le podcast, et voilà. On verra, je sais que je suis dans une transition de vie, et on verra ce que l'avenir me réserve par rapport à ça, et je pense que, j'en suis même convaincu, c'est important aussi je finirai le podcast là-dessus, cette vidéo, de savoir s'écouter. Je pense que le danger, la peur par rapport à ça, c'est que quelque part, alors, ça dépend en fonction de notre niveau, de conscience, on aura la capacité de plus ou moins s'écouter. Je m'explique. Moi, quand j'étais à Montpellier, donc j'avais, on va dire, une vingtaine d'années, j'étais plus foufou et c'est surtout, j'étais beaucoup plus dans le contrôle, beaucoup plus dans le mental en fait. Beaucoup plus dans le mental et donc, d'ailleurs, j'avais été voir une sophro pour travailler sur mes émotions. C'est la première étape, entre guillemets, de la guérison, ça passe par la prise de conscience. Prendre conscience que le problème vient de toi. Et donc on a travaillé, un suivi sur 1 an et demi. Et du coup, chaque fois il me disait, mais toi tu ressens quoi, qu'est-ce que tu ressens et tout. Et chaque fois je dis, mais je pense que. Il me dit, non, mais je te demande pas ce que tu penses, ce que tu ressens. Ça peut paraître un détail ce mot, mais il est fort. Parce qu'en fait c'est pas anodin. Parce que j'étais tellement dans mon mental que j'étais coupé de mes ressentis, tu vois. Et donc ça, je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, notamment les mecs, parce que les nanas ont quand même beaucoup plus de prédisposition et de facilité à ça. Sont quand même beaucoup plus intuitives et branchées émotionnelles que nous, les mecs. Ça demande plus de travail en tout cas. Et après, par rapport à mes expériences, notamment le fait d'avoir vécu avec mon ex qui était dans l'hypnose, la thérapie et qui m'a beaucoup aidé sur la gestion des émotions. J'ai beaucoup appris sur l'intelligence émotionnelle, l'évolution, ne serait-ce que le fait de libérer la parole, de communiquer, de verbaliser les choses, parce qu'avant je gardais tout ça pour moi, c'est ce qui créait des disputes violentes et c'était pas bon même pour moi de garder ses émotions en soi, c'est pas bon. Ça c'est pareil, alors pas tous les mecs, mais toute proportion gardée, les mecs en général, par défaut, on a plus ce côté aller se réfugier dans une grotte comme ça, donc là elle m'a appris par rapport à ça. Une relation ça t'apporte toujours, hein. Donc moi ça m'a beaucoup appris par rapport à ça, grâce à elle, je la remercie. Et après, le fait par rapport à mes expériences, et notamment indirectement encore une fois grâce à elle, parce que elle, vu qu'elle travaille dans l'hypnose, elle connaissait notamment un mec très 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 fort. Elle avait pris 2 de ses formations et du coup, moi j'étais curieux par rapport à ça parce que la psychologie ça m'intéressait aussi. Ce mec-là, j'aimais bien sa personnalité aussi. Il avait ce côté rentre dedans, tout ça, et très très fort. Et mais il avait ce côté bon rentre dedans parce qu'il y en a, ils essayaient de se donner un rôle rentre dedans, ils étaient vulgaires et ça leur allait pas. Ça dépendait vraiment de l'énergie. Et bref, et j'ai suivi donc 2 de ses formations et ce qui est fou, c'est que c'est là où il y a eu un avant et un après. J'ai intégré vraiment ce côté où en fait t'apprends à lire quelqu'un comme un livre ouvert et t'apprends également à mieux te connaître, savoir si ça fait ou pas, si ça te parle ou pas. Et c'est fou parce que quand tu suis la formation, d'un côté ça te semble vachement abstrait, vachement conceptuel, et en fait, à un moment donné, tu sens que tu as intégré, tac, tu le sens, c'est intuitif. Bon bref, voilà, c'est tout un tas d'expériences par rapport à ça qui fait que, au jour d'aujourd'hui, je me connais beaucoup mieux, et le fameux connais-toi toi-même et connais-toi, et tu connaîtras les autres. Donc ouais, tout ça pour dire que c'est important de s'écouter, alors qu'avant, je voulais m'écouter, mais je ne savais pas m'écouter. Que maintenant j'ai beaucoup plus de facilité, alors c'est pas pour autant que c'est forcément, plus facile. Oui, parce qu'il y a des choses, je vais écouter mon intuition, mais c'est pas toujours, c'est pas pour autant que c'est facile dans le sens, tu vois, là, je sais davantage m'écouter, mais pour autant, j'ai pas mes réponses. Mais je sais que il y a ce qu'on appelle l'appel de l'âme finalement. C'est pour ça que je suis venu à Maurice aussi, l'appel de l'âme, sentir que ça te fait vibrer, que tu as besoin à un moment donné de prendre du recul, de te retrouver toi en tant que personne, pour avancer, parce qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps où tu es dans l'action, la construction, et il y a un temps où tu es dans la prise de décision, le recul, le côté un peu ermite, tu te poses des questions sur les directions de ta vie, etc. Et je pense que c'est important d'avoir des espèces de checkpoints, pas toujours bien sûr être dans l'introspection, parce qu'il faut avancer, mais je pense en temps c'est bien d'avoir des checkpoints et de sortir du côté pilote automatique pour recadrer, définir une nouvelle direction ou adapter un peu finalement l'image qui me vient, c'est quand tu roules en voiture, en moto, peu importe, en véhicule, tu vas d'un point A à un point B, tu prends ton GPS, et des fois tu te rends compte que en chemin tu t'es trompé de route ou tu voudrais faire un détour par un autre endroit, tout ça, donc tu réajustes ton itinéraire de départ. Voilà, je pense que c'est un peu l'idée et je finirai là-dessus. Voilà. Bon, encore une fois, un podcast totalement freestyle. N'hésite pas à me faire part de ton retour pour justement, j'essaie de m'améliorer par rapport à ça.
et surtout de voir un petit peu au niveau du format, si, parce que là c'est vrai que c'est un format où je parle quand même pas mal de ma vie et pour partager les retours d'expérience, c'est le format freestyle, ce qui sort de ma tête en total impro. J'aime beaucoup ce format impro, comme ça, parce que c'est authentique et tout. Après, ce qui peut peut-être déranger aussi, parce que c'est pas le but non plus, c'est que ça peut donner l'impression de trop je parle de ma vie, quoi, tu vois. Mais c'est surtout que je me sers de ma vie comme support finalement pour te partager bah voilà, un retour d'expérience qui d'ailleurs tu le prends pour ce que c'est, hein, c'est pas du tout une vérité absolue, c'est mon retour, moi en tant qu'être humain lambda, voilà. Donc dis-moi si ce format te plaît ou pas, format freestyle ou tu voudrais un format plus cadré auquel cas je le scripterai. Hésite pas. Allez, à de suite dans la prochaine vidéo, ciao.